Bonjour à tous et bienvenue sur Amal TV, j'espère que la passion ludique se passe bien. Et aujourd'hui on fait une vidéo réaction à celle de la vidéo de l'école du jeu, pour être plus précis, de JP de l'école du jeu, qui présente en fait son top 5 de ce qu'il déteste dans les jeux de société. Et en fait là, donc ça va être un peu mon top à moi, qui va être forcément plus ou moins en relation avec celle de l'école du jeu. Donc voilà, c'est une vidéo qu'en fait, je précise, j'ai demandé à faire en citant JP, bien évidemment, et je lui ai prévenu avant de faire cette vidéo. Et j'espère que j'apporterai quelque chose de plus et que vous vous reconnaîtrez potentiellement dedans. On va voir ça tout de suite. Alors, dans son top 5, il a commencé par l'attitude des joueurs. C'est vrai que moi, je retrouve aussi ce souci d'attitude des joueurs. Alors, contrairement à JP, moi, ce qui me dérange le plus, c'est deux choses. Alors, une chose qui est un peu particulière, une autre chose qui est presque en relation au final. En fait, la première, c'est par rapport au monde du jeu. Donc, moi, je travaille dans un café-jeu et j'ai un magasin de jeux de société. Je fais souvent des démos. Et souvent, je suis obligé, en fait, de perdre ou de faire en sorte que mon niveau s'adapte pour pas froisser le joueur en face. Et parfois, on tombe sur des mauvais joueurs ou des mauvais gagnants qui vont donner un peu l'impression que, en fait, on est vraiment nul. Et parfois, c'est un peu dur parce qu'on doit ravaler sa fierté en disant « mais non, mais j'ai un peu fait exprès ». Puis d'un autre côté, je suis obligé quand même un petit peu d'augmenter la difficulté, mais pas trop, donc je sais pas trop comment réagir. Donc voilà, ça c'est un des points assez bizarres qui m'arrive régulièrement. Quand c'est juste pour satisfaire le client, bien évidemment, c'est pas un souci. Mais quand quelqu'un est de mauvaise foi en face, et limite et dénigre, là on se sent mal parce qu'on dit mince, il faut que je prenne sur moi. Donc là c'est un des points qui est assez difficile pour moi. Le deuxième là qui rejoint un petit peu effectivement, moi ce qui me dérange aussi le plus, c'est que les joueurs en fait ont une tendance à des fois diriger les parties en te donnant tous les trucs et astuces. Et là, je fais un parallèle sur mon côté compétitif, parce que j'ai fait à une époque pas mal de tournois de jeux de cartes à collectionner, surtout de L5R ou la légende des 5 anneaux, hein, en français. Donc, je parle pas du jeu actuel, mais du jeu d'avant, même si dans le jeu actuel, j'ai fait une ou deux compétitions quand même. Là, c'était très différent parce que des fois, je faisais des très gros tournois. Quand je dis très gros tournois, il faut imaginer championnat du monde, championnat d'Europe, tournoi régional, ce qu'on appelle aussi les coteilles, peut-être que ça parle à certains joueurs. Et j'étais obligé, en sorte que, bon, j'ai gagné, mais c'est parce que t'as pas eu de bol. Voilà. Pourquoi? Parce que des fois, c'est des jeux où on fait des combinaisons, des attaques un peu sales. Donc j'étais obligé de m'adapter en disant oui, c'est vrai que ouais, c'est clair que t'as pas eu de bol. T'as fait ça, clairement, j'ai eu le bon tirage au bon moment, ça t'a vraiment perdu. Après tout s'est enchaîné. Je dis ça, c'est parce que par exemple, ça m'est arrivé en tournoi de faire des tours de une demi-heure de combinaisons de fou furieux. Voilà, j'étais quelqu'un qui aimait bien faire des jeux un peu à combinaison, quoi. Donc un peu avec des mécaniques, etc., un petit peu original. Ce qui donnait parfois des frustrations face aux autres joueurs, parce que même s'il gagnait, il était quand même assez énervé généralement, parce que ça donnait beaucoup de fil à retordre, c'était assez marrant. Et qui gagne ou qui perd, généralement, il y avait toujours un petit peu ce pas de bol, machin, où ouais, ta combinaison ne pourra jamais marcher, alors que j'allais marcher 3/4 du temps, vu que j'ai quand même gagné beaucoup de parties. Voilà, j'ai jamais gagné championnat du monde, choses comme ça, mais j'ai fini toujours sur des parties beaucoup plus positives que négatives. Voilà, j'avais un classement qui était quand même plutôt bon, donc je me suis dit non, c'est que ça doit marcher quand même. Voilà. Mais voilà, on était obligé de se réadapter et je n'ai jamais pu profiter de mes victoires passées. Donc je trouvais ça assez marrant. Et du coup, qu'on rebondit sur ce que je disais avant, c'est que du coup, quand je suis obligé des fois de perdre sur certaines choses, et cette petit traumatisme qui revient en disant mince,
je dois essayer de m'adapter. Je ne pourrai jamais profiter de victoire. Je dois jouer dans la défaite pour satisfaire. Voilà, c'est peut-être nul, hein. Peut-être que certains se reconnaîtront, j'espère. Mais voilà. Alors, le pay-to-play, où finalement, on pourrait presque comparer aux jeux vidéo avec les DLC. Donc là, effectivement, je sais pas, je suis plus partagé sur la question. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de jeux où on sent un peu cette frustration du le jeu n'est pas complet, il sera complet que si vous prenez ça, 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 ça. Par exemple, l'exemple de Horror Arkham, il est vrai que quand on commence le jeu, on se dit, bah mince, il va falloir acheter plein d'extensions pour pouvoir commencer à jouer, et quand un joueur débarque à l'heure actuelle, là, il se retrouve avec tellement de choses qu'il dit, mais mon Dieu, je vais jamais y arriver. Même si, en ce moment, ils essayent de réadapter cette offre, justement, en proposant des boîtes complètes de scénarios, ce qui éviterait d'acheter à chaque fois les fameux petits paquets de Horror Arkham, pour ceux qui connaissent, hein, le jeu de cartes à collectionner, enfin non collectionner, c'est on achète à chaque fois un paquet de scénarios, et ça forme une campagne, et après on fait un nouveau cycle, etc. Là, effectivement, c'est pas pareil, parce que je trouve que ça augmente l'expérience de jeu, et que trouver un jeu, une mécanique qui permettrait de renouveler totalement l'histoire serait très compliqué, sauf, je dis bien sauf, si on passe par une application mobile. Donc du coup, on virtualise un petit peu le jeu, où en fait on créerait des interactions de personnages ou d'apparitions aléatoires de monstres qui permettraient de renouveler le scénario de manière permanente. Ça, c'est la question. Est-ce que finalement, on met du virtuel, parce que malheureusement, hormis un algorithme, c'est impossible quasiment d'augmenter cette expérience de jeu sans rajouter des nouvelles cartes, ou au contraire, on veut le côté physique, et que c'est presque comme une série qu'on veut suivre, et donc là, c'est intéressant. Là où par contre, c'est moins sympa, c'est sur certains gros jeux de société, où directement on sent que ça va être qu'une partie. Et là, je pense par exemple à Descent, le nouveau Descent, qui coûte quand même assez cher, hein, ça varie entre 160 et 180 € le jeu, donc déjà c'est un jeu à plus de 100 €. Et là, on sait que on a une grosse expérience de jeu, mais que ce n'est qu'une partie. On sait déjà d'entrée de jeu qu'on n'aura pas le jeu complet. Donc là, effectivement, il y a une frustration, et c'est vrai qu'FFG est un petit peu les spécialistes là-dedans. Après, c'est vrai que actuellement, beaucoup de modèles économiques s'inspirent du jeu avec ses extensions. Voilà, c'est-à-dire que le jeu existe, et après on va faire des extensions pour augmenter l'espérance de vie du jeu. Donc, est-ce que ça s'est catégorisé dans le pay to play, ou est-ce que c'est simplement dire mon jeu, j'ai envie de prolonger, j'ai envie d'offrir une nouvelle possibilité auquel je n'ai pas pensé au départ. Effectivement, là où ça devient plus problématique, c'est quand le jeu est découpé dès le début en disant t'auras pas tout et t'auras tout après. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est sur des jeux un petit peu comme par exemple le Trône de Fer, le jeu de figurines, donc c'est Song and Fire, si je ne me trompe pas, où là, vous savez que vous allez avoir la grosse boîte de base, et c'est un peu comme du Games Workshop, vous allez à chaque fois acheter des nouvelles armées. Et là, ça devient compliqué, parce qu'on se dit que ça va vraiment à chaque fois être du craquage régulier pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut. Et là, on sait qu'on rentre sur des budgets énormes, comme dans les jeux de figurines, que ce soit Warhammer 40 000, Age of Sigmar, ou d'autres jeux de figurines, où on va souvent devoir acheter des grosses armées. Il va y avoir des livrets de règles qui vont rendre obsolète le jeu, qui fait qu'on va devoir racheter des choses, bien sûr en nous faisant envie. Donc là, effectivement, vous voyez, cette question est pas si simple que ça. Donc là, Kickstarter. Donc là, c'est très spécial à réagir là-dessus. Parce que moi, pour Kickstarter, pour repréciser ce que disait JP, c'est les financements participatifs, le crowdfunding. Donc on ne parle pas que de Kickstarter, hein. En France, on a Ulule, il y a Kickstarter, enfin il y a plein de plateformes qui existent pour le crowdfunding. Et en fait, moi, j'ai déjà fait des financements participatifs avec Ulule, où j'ai financé 2 jeux de société, enfin j'ai demandé le financement pour 2 jeux de société,
et aussi pour 2 autres projets, un projet vidéo et un projet d'achat de matériel pour m'aider à développer la chaîne YouTube. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui ont été réalisées. J'ai réussi à chaque fois à faire ces financements. Donc c'est des petits financements. Le maximum que de mon projet, ça a été à 5 000 €. Mais la plupart du temps, c'était quand même des petits projets à 1 000 ou 2 000 € grand maximum. Par rapport à ce que je fais sur Kickstarter, c'est vraiment rien, hein. Donc j'ai réussi à faire ça. Et effectivement, là où je rejoins JP, c'est que le souci, c'est qu'il y a des boîtes qui sont devenues des spécialistes du Kickstarter alors qu'ils n'en ont plus besoin. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont devenus des boîtes qui vont créer de la demande en utilisant des procédés de surconsommation, d'exclusivité, de pression. On dit si tu veux ce jeu, il te le faut maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu l'aies. Et si tu l'as pas maintenant, tu ne l'auras plus. Voilà. Et si tu veux les choses qui sont dedans, qui sont exclusives, tu ne les auras plus si tu n'as pas participé au Kickstarter. Donc ça donne quand même une sacrée pression. Au-delà du problème que ça peut court-circuiter les boutiques, ça c'est quelque chose qu'on a déjà parlé plein de fois, que beaucoup d'autres personnes ont abordé comme sujet. Le souci, c'est qu'effectivement, ça dénigre les autres créateurs qui sont en train de créer quelque chose à partir de rien. Voilà. Moi, je suis dans l'idée un petit peu que ce sont des plateformes récentes, c'est un nouveau mode de consommation, un nouveau mode de proposition, et c'est très difficile de dire que ça c'est négatif parce que les choses évoluent en permanence. Là, à l'heure actuelle, on a les champions du crowdfunding, on va avoir pas mal de créateurs qui se sentent peut-être un peu en comparaison en disant « moi, si je propose un petit projet, il va beaucoup moins intéresser que l'autre », mais aussi, il faut imaginer qu'il y a beaucoup de procédés un peu vicieux qui sont dedans, où par exemple, on va dire ce jeu-là, il me faut 200 000 € pour le produire, je vais mettre 50 000 et je vais essayer de créer une sorte de forme de succès en disant oh là, les gens ont dépassé l'objectif, je suis à 100-200%, alors qu'en réalité, son objectif est beaucoup plus élevé et que s'il l'avait mis tout de suite, ça aurait découragé les personnes parce qu'ils auraient l'impression que c'est une somme inatteignable, même si parfois ce sont des boîtes qui sont installées. Même si les gens sont au courant, il y en a quand même enfin, ce procédé psychologique fonctionne encore quand même à l'heure actuelle, mais combien de temps? Est-ce que ça va marcher tout le temps? Est-ce qu'il n'y aura pas une lassitude au bout d'un moment? Est-ce que, à force de vouloir toujours donner plus d'exclusivité, on va pas se retrouver dans la banalisation de l'exclusivité qui fait que, finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter cette exclusivité, de payer beaucoup plus cher, d'être aussi impatient que ça pour avoir un jeu qui, je pourrais avoir dans quelques temps plus tard, l'avoir sans tout ça. Alors bien sûr, il y a des choses qui rendent l'impression que c'est indispensable. Un jeu, par exemple, je sais pas, il existe que sous forme de jeu de cartes et il propose des figurines pour donner du relief au jeu. Alors sur le moment, ça semble indispensable, mais peut-être que dans quelques mois, quand le jeu aura tourné un peu, on dit bah finalement c'est beau, c'est génial, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et si je donne ce retour-là, c'est parce que on fait pas mal de jeux d'occasion, et dans les jeux d'occasion, je vois pas mal de choses passer qui sont des Kickstarter, et souvent il y a le contenu en plus. Alors, et quand ça passe en occasion, il y a ce phénomène bizarre où finalement le Kickstarter n'apporte plus rien. C'est-à-dire que la personne voudrait acheter le jeu au prix coté du jeu normal, et que le Kickstarter, c'est simplement le petit bonus qui fait qu'il achèterait en occasion ce jeu-là plus que la version 100. Voilà. Donc on sent quand même que c'est pas figé, que c'est un mécanisme qui va un jour se fatiguer, et qu'il y aura encore un renouveau, peut-être un autre phénomène plus pervers qui arrivera, hein, ou quelque chose de plus positif. Mais je pense que c'est pas tranché. Et moi, l'expérience que j'ai eue, c'est que j'ai fait des petits projets qui ont quand même réussi à plaire. Alors, ça n'a pas fait la une ni rien. Mais voilà, j'ai discuté avec Ulule, ils étaient contents parce que ils ont dit, vous avez à chaque fois réussi plusieurs projets. Est-ce que la taille du projet est importante? Non. Ce qui compte, c'est qu'on a réussi à fédérer des personnes qui ont cru au produit, au jeu, au projet, c'est ce qui compte le plus. Alors là, je suis totalement d'accord. Les règles, pour moi, c'est le plus gros problème. Enfin, du moins, ça vaut vraiment un top 2.
effectivement, les règles, c'est un gros souci. Pour moi, c'est même le cauchemar absolu. Vu que je ne comprends jamais rien au jeu, à chaque fois que je vois une règle, je ne comprends rien, c'est un enfer. J'ai vu très peu de règles bien écrites, c'est très compliqué. Pour moi, dans ma structure de pensée, donc ça vaut pour moi, mais ça vaut pas forcément pour vous, j'ai besoin de savoir tout de suite ce que c'est comme jeu. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai besoin du but. D'entrée de jeu, il faut me dire, par exemple, c'est un jeu où il faut faire ça pour obtenir la victoire. Voilà. Bon, bien évidemment, vous allez me dire, il faut toujours gagner des points et puis on gagne. C'est quasiment la règle absolue pour beaucoup de jeux. Mais non, j'aimerais savoir, voilà, c'est un jeu de scoring de points, avec un système de. Voilà, j'ai besoin de savoir ça. Après, en deuxième, j'ai besoin qu'on me décrive de manière synthétique le jeu. C'est-à-dire, en gros, voilà, ça va être un jeu de placement d'ouvriers, de récolte de ressources, ça va être un jeu de conquête, un jeu de stratégie, machin, qu'on me pose une sorte de synthèse assez rapide, et qu'après, j'ai le jeu en main, et que je teste en jouant, en faisant plein d'erreurs, pour comprendre et pouvoir poser des questions au fur et à mesure, afin d'absorber les mécaniques de jeu. Souvent, les livrets de règles, on va avoir le détaillé des phases, et moi, ça me perd, parce que quand on fait un détaillé de tours, on connaît le jeu, pardon, et qu'on regarde, bien évidemment, c'est intéressant d'avoir ce découpage, mais quand on commence à lire, c'est pas possible, parce que on va dire, voilà, au tour 1, tu poses tel personnage, ça fait ça, mais vu que tu ne comprends pas à quoi ça sert, vu que déjà, t'as pas eu le but du jeu, ou pas toujours le but du jeu, parce qu'il y a quand même des gens qui le mettent, mais surtout, tu ne comprends pas quelle est la mécanique qui va faire que, tu as du mal à... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à essayer de rentrer dans les règles et à comprendre le but de tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un gros problème. Et l'autre souci auquel il a soulevé, c'est qu'effectivement, les traductions sont souvent mauvaises et la syntaxe française est très mal exploitée. Et ça, par contre, c'est très souvent. C'est très souvent parce que il y a un mélange de plusieurs choses, à mon avis. Il y a celle du joueur qui écrit pour un autre joueur. Il y a celle de la personne qui, au contraire, n'y connaît rien au monde du jeu, qui a participé à la traduction au livre de règles, qui traduit les choses de manière trop générale. Voilà, des phrases beaucoup trop interprétables, ce qui fait que on ne sait pas, au final, ce que ça veut dire, et surtout, on est perdu, et le joueur qui parle au joueur, forcément, va perdre une partie du public. Ça, c'est un gros problème. Donc, déjà, l'écriture des règles, c'est un gros souci, et en plus, la syntaxe française est très complexe, parce qu'on peut faire des choses très précises dans notre langue. La place des mots est importante. Par exemple, un pauvre type et un type pauvre, ce sont les deux mêmes mots, mais qui, inversés, ne veulent dire absolument pas la même chose. Et ben, c'est pareil sur la plupart des livrets de règles. Il y a des tournures de phrases qui sont mauvaises. Il y a des synthétisations des fois qu'il faut améliorer en fusionnant des idées. Il y a un véritable travail éditorial à faire. Je pense que c'est un des plus gros travaux. Après, bien sûr, la création du jeu en lui-même, et même limite autant, voire plus des fois que l'illustration elle-même, parce que l'illustration, par exemple, il y a tout le travail long et fastidieux de reproduire quelque chose, de dessiner, etc., de conceptualiser, mais normalement, il y a une idée de départ, et après, on essaye de la mettre en forme, de la mettre en lumière. Mais là, sur les livrets de règles, il y a ça à faire, mais il y a la réception, il y a aussi le fait qu'il faut faire ce que j'appelle le travail à l'aveugle, c'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un prend la règle du jeu, l'ouvre, et il doit comprendre sans avoir vu l'auteur. Parce que le souci, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeux où on a vu la personne sur un festival, un animateur ou l'auteur du jeu, qui explique la règle, qui fait que quand on regarde la règle, en fait, on fait un biais cognitif très rapide de dire « Ah oui, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça, j'ai besoin d'une précision, j'y arrive ». Le souci aussi, et ça c'est le dernier, c'est que les livrets de règles, vu qu'ils sont des fois trop détaillés, et des fois pas assez détaillés, on a au final jamais l'information que l'on veut, et on se retrouve finalement avec un deuxième travail derrière qui augmente finalement le temps de travail numéro 1, c'est les FAQ. Je pense que les FAQ, c'est un des plus gros problèmes parce qu'on se retrouve souvent à devoir faire des grosses FAQ pour expliquer.
Et FAQ, c'est pas compliqué, il y a plusieurs choses. Enfin, c'est pas compliqué. Les FAQ, c'est drôle parce que c'est l'auteur qui va expliquer, les maisons d'édition, les animateurs et les boutiques de jeux et aussi les cafés-jeux, parce qu'ils se retrouvent finalement à devoir réexpliquer les jeux, à réinterpréter les jeux, à devenir des experts on va dire, d'interprétation. Et souvent, j'ai eu des clients qui ont jamais joué à un jeu de société parce qu'ils l'avaient pas essayé. Et ils disent, on l'a essayé une fois, mais on l'a pas bien compris. Et souvent, on est obligé de dire, je peux vous expliquer, on peut voir ensemble. Donc, ça reste quand même un peu compliqué et problématique de toujours réexpliquer le jeu, parce que du coup, on perd l'expérience numéro 1, je pense, c'est de jouer. Alors bien évidemment, on peut trouver un plaisir de comprendre des livrets de règles, mais je pense qu'il y a une différence entre essayer d'absorber des mécaniques pour essayer de les optimiser et de déjà pas réussir à comprendre où on veut aller. Alors, effectivement, déjà dans la vidéo, il dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit qu'effectivement, on ne parle que des choses qu'on aime bien. C'est vrai que c'est très difficile dans le monde du jeu de société de dire ça j'aime pas, sans attaquer ou donner la sensation qu'on attaque un auteur. Déjà, rien que les avis sur les jeux de société qu'on peut faire sont vus comme une violence. C'est un peu comme les TripAdvisor ou les avis Google, ou choses comme ça. La personne, sauf si elle est réellement en tort, va se sentir au moins les 3/4 du temps, je dirais même peut-être même plus, agressée, parce que souvent ça va être des attaques sur des choses gratuites du style ce graphisme il est nul, les mécaniques sont trop simplistes. En fait, souvent c'est attaqué sur des choses qui n'ont pas lieu d'être ou qui sont plutôt de l'ordre de l'esthétique et du goût, qui n'ont finalement rien à voir avec le travail de fond. C'est-à-dire que une esthétique, effectivement, on pourrait la juger que d'une seule manière, c'est si, par exemple, il y avait des erreurs d'impression, s'il y avait des personnages qui, je sais pas, bavent au niveau de la couleur, choses comme ça. Donc finalement, quelque chose de très concret, plus que le style graphique qui finalement ne peut pas être jugé, parce que un style graphique, on le sait, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de style esthétique beau, ça n'existe pas. Voilà, il y a juste des styles esthétiques et c'est tout. Il y a des styles esthétiques qui vont plaire plus à un moment donné, à un instant T, comme je dis à chaque fois, mais c'est pas ce qui fait le jugement du jeu, enfin un jugement valable du jeu. Et c'est pareil sur les mécaniques, on peut pas juger une mécanique de jeu, sauf si effectivement on trouve des situations de blocage. Ça arrive qu'il y a des jeux qui sont très mal conceptualisés et ça se voit tout de suite. Voilà, il y a un problème de blocage et malheureusement si le travail éditorial en amont n'a pas été bien fait ou le jeu n'a pas été assez testé, c'est une catastrophe pour le jeu. Mais bon, globalement, les gens ont testé énormément leur jeu, il y a eu quand même pas mal de retours et parfois ce sont des choix que l'auteur a fait qui plaisent ou non aux joueurs. Voilà. Le problème effectivement de l'élitisme, c'est que il y a des personnes qui deviennent experts du jeu parce que ce sont des gens qui jouent depuis très longtemps. Maintenant, le jeu de société, il y a des jeux qui datent quand même depuis très longtemps. Mais surtout, on a une forme de jugement qui oppose les jeux, on va dire, populaires aux jeux qu'on appelle maintenant modernes. Un terme que je n'arrive pas du tout à assimiler, c'est le jeu de société moderne, parce que pour moi, ça n'existe pas. En fait, ça existe, mais du coup, ça se décalerait à chaque fois, donc du coup, ça n'a aucune raison d'être, parce que du coup, est-ce que Catan peut être encore considéré comme un jeu moderne, vu sa vie qui est déjà assez longue pour les jeux actuels, on va dire. Est-ce que il y a des jeux qui ont plus de 10 ans, 20 ans sont encore considérés comme des jeux modernes? Ce serait bizarre quand même, hein, parce qu'il y a des mécaniques de jeu effectivement qu'on voit qui sont des mécaniques qui sont plus anciennes. Je prends l'exemple encore de Catan. Catan avec le système de dés aléatoire ou même Talisman avec le système un peu de jeu de loi, ce sont pas des mécanismes récents. Ce sont des jeux finalement qui sont pas modernes.
Donc déjà, c'est pas possible de mettre un jeu moderne, surtout que beaucoup de jeux récents reprennent des mécaniques qui existent déjà. Les mécaniques de tarot, de belote, est-ce qu'on peut dire que le jeu, juste parce qu'il va changer une règle ou inclure quelque chose de supplémentaire, va rendre le jeu moderne? Je pense pas. Ça peut être une réactualisation éventuellement, mais on peut pas coller le mot moderne dedans, je pense que c'est pas possible. Parce qu'en réalité, dans le jeu moderne, on veut faire quelque chose de l'ordre du jugement. On va dire que les jeux de supermarché, c'est comme ça qu'on souvent on les classe, comme les Monopoly, les Bonnes Payes et tout ça, sont considérés comme des mauvais jeux, voilà. Alors qu'en réalité, ce sont juste des jeux de société, et du coup qui revient à ce que je disais tout à l'heure, avec l'esthétique et la mécanique de jeu qui ne peut pas être jugée. Parce que moi, par exemple, je suis né dans les années 80, j'ai connu La Bonne Paye, Monopoly, Hôtel, tous les jeux de la gamme MB, qui étaient vraiment excellents. Je me suis éclaté quand j'étais gamin, j'adorais ça. Et j'y ai joué pendant très longtemps, et Destin était un de mes jeux favoris. J'adorais faire le mystère de Pékin, même s'il y avait à chaque fois des petits moments de tension, mais je m'en apercevais pas. À partir du moment où j'ai eu HeroQuest et Space Crusade qui sont arrivés dans ma vie, tout a changé. Parce que là, ça apportait un jeu, une profondeur en fait supplémentaire où j'aimais avoir des univers, mais j'étais content parce que je me disais il existait ce genre de jeu. Voilà, pareil, il y a eu Seigneur de guerre, il y a eu d'autres jeux qui se sont multipliés sur la thématique, et ça restait quand même des jeux que j'achetais en supermarché. HeroQuest et Space Crusade, je l'achetais dans les supermarchés à côté de chez moi. Je n'avais pas de magasin spécialisé quand j'étais enfant. J'étais en banlieue parisienne, et bizarrement, sauf si on est sur Paris, je ne voyais pas de magasin spécialisé. Donc pour moi, je ne voyais pas la différence. C'est plus tard, en étant adolescent, adulte, où j'ai rencontré des magasins de jeux de société, j'ai vécu dans le centre-ville, que j'étais aussi sur Paris, parce que j'étais à cheval entre deux régions, et là, j'ai découvert effectivement qu'il y avait le jeu de rôle, qui était extrêmement très présent, qui avait le jeu de cartes à collectionner avec Magic, forcément, et d'autres à l'époque. Et ça m'a ouvert sur tout un univers de possibilités, et j'étais content parce que je me disais, là, on voit des personnages, etc. Mais ça, c'est un schéma qui n'est pas le schéma idéal de l'élitisme, comme une sorte de « je monte en puissance ». Non. Il y a des familles qui vont jouer, qui cherchent un moment de partage, et ils l'ont autour d'un jeu de société, quel qu'il soit. La seule chose qui fait une différence, c'est que les magasins spécialisés comme les nôtres, face aux grandes distributions, n'ont aucun poids pour des jeux classiques comme Monopoly, Bonne Paye, Docteur Mabou, les choses comme ça, qui sont des jeux qui sont relativement inaccessibles malgré le travail de pas mal d'éditeurs et de fournisseurs en ce moment pour nous les rendre accessibles, mais on a souvent une tarification des fois plus élevée, où on va avoir moins de volume et du coup moins d'envie de le développer. Puis surtout, on se dit, mais pourquoi avoir ça? On l'a ailleurs, c'est facile à trouver. Voilà. Mais je trouve quand même que la présence en boutique spécialisée n'est pas impossible, par exemple. Donc ça, c'est encore une autre question. Donc l'élitisme, c'est de dire que ça, c'est le vrai jeu, contre ça, c'est un jeu de supermarché. Alors effectivement, il y a des éditeurs qui créent des jeux qui sont, on sent un peu de consommation. Voilà. Cuistot, Dingo, des trucs comme ça, on sent que c'est les jeux de Noël qui sont là pour satisfaire plus du jouet que du jeu. Mais finalement, ça se distingue très vite parce qu'on remarquera plus que c'est des jouets plus que des jeux. Voilà, avec une petite règle, histoire de dire, mais on sent plus que ce sont des jouets que des jeux. Et moi, je fais un parallèle qui peut peut-être vous sembler violent, mais je n'aime pas les jeux style limite, blanc manger, coco, etc. Qui sont des jeux où on va inclure de l'humour noir avec une mécanique de jeu qui n'existe pas. En fait, il y a plein de jeux comme ça où il n'y a aucune règle, où l'idée c'est juste de se balancer des conneries pour dire des conneries, mais est-ce que finalement c'est considéré comme des jeux élitistes alors que c'est juste des jeux marrants? Voilà. En plus, maintenant, ils ont commencé à traverser la grande distribution de manière exponentielle. Donc,
C'est quoi? C'est parce que du coup, il perd l'élitisme parce qu'il rentre dans la grande distribution. Est-ce que finalement, on peut pas les classer directement comme quelque chose de mauvais? En fait, la frontière est pas très claire au final. Il y a certains jeux de société qui sont très simples, qui sont des fois même pour les enfants ou qui sont calibrés pour être de l'initiation. Ils ont des fois une étiquette qui est bonne, des fois ils ont une étiquette qui est mauvaise. Voilà. Pour moi, Kim Domino, par exemple, c'est un jeu qui a une bonne étiquette. Pourtant, c'est un jeu qui est très très simple, très facile d'accès, très initiatique. Il pourrait se faire, pour moi, critiquer par pas mal de personnes élitistes en disant c'est vraiment un jeu qui est trop simple, qui offre pas assez de possibilités. Parce que, et qui prend en plus des mécaniques qui existent déjà, des mécaniques de domino. Est-ce que du coup c'est un jeu obsolète? Est-ce que c'est un jeu moderne ou non? Donc effectivement, l'élitisme est un gros souci. Finalement, mon top 5 rejoint assez celui de JP de l'école du jeu, et il m'a été difficile de faire autre chose. J'ai même essayé de retourner cette vidéo, donc là vous savez pas, mais c'est une deuxième version, mais au final je recolle à chaque fois ce qu'il dit, avec mes variantes à moi. Et c'est vrai que le monde du jeu, on va dire, dans ses difficultés, c'est souvent ça. À une époque, j'aurais rajouté le problème de réception, parce que quand tu disais que tu jouais à des jeux de société, tu passais un peu pour quelqu'un de bizarre, surtout si t'es pas un enfant. Mais au final, cette barrière était largement franchie, parce que on voit ça partout, voilà, au travail, dans les écoles, à la maison, entre amis, ça dépassait largement les frontières. Et le confinement, bizarrement, a mis un point d'honneur à dépasser définitivement cette réticence. Maintenant, on peut jouer. Voilà. Même des personnes plus âgées, qui ont du mal à comprendre des fois ces générations de joueurs, maintenant jouent. Donc au final, ils retrouvent ce plaisir de jouer. Alors bien évidemment, ils vont pas jouer au même jeu forcément, parce que c'est beaucoup trop de jeux à redécouvrir, mais certains, au contraire, sont dedans. Ils sont des joueurs aguerris. Donc au final, cette frontière a disparu. Donc voilà, c'était le seul point qu'on aurait pu rajouter, mais au final, il a été gommé avec le temps. Pour moi, il y a un point très important que je n'ai pas mis dans le top, parce que c'est quelque chose qui est différent, même si ça concerne un problème du monde du jeu, mais c'est pas quelque chose que j'aime pas forcément. C'est un peu une sorte de point bonus, qui est pour moi hyper important, parce que je pense que c'est un problème qui va revenir régulièrement. C'est un problème du monde du jeu en lui-même. Parce qu'en fait, le monde du jeu a un gros souci actuellement, et c'est ça accentué avec le confinement. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ce qui me pose souci, c'est que le monde du jeu est un monde entre les deux, qui n'est pas considéré. On est d'ailleurs dans la catégorie jeu et jouet. Est-ce que finalement, jeu et jouet sont forcément dans la même catégorie? Je pense que ça peut se discuter. Mais surtout, ça pose un deuxième problème, c'est qu'on est considéré comme de la grande distribution, on est mis au même niveau que des ours en peluche, des choses comme ça. Et on s'aperçoit qu'on a dépassé largement la frontière de l'enfant. Donc le souci, c'est que je trouve que le monde du jeu n'est pas considéré à sa juste valeur. Et on a vu ça pendant le confinement, où à un moment donné, les libraires se sont battus pour pouvoir ouvrir, parce qu'ils étaient considérés comme de la culture, et que l'État a donné raison en ouvrant les librairies pendant le confinement, interdisant les boutiques de jeux, indirectement, d'ouvrir, alors que, pour moi, on est aussi un pan de la culture. Et en plus, pour rajouter cela, le jeu vidéo, qui est un petit peu, des fois, le point de comparaison, ou l'ennemi, des fois pour certains, du jeu de société, alors que on n'est pas ennemis du tout, hein, on est juste un domaine différent, on est finalement sous-considéré, parce que les magasins de jeux vidéo ont pu ouvrir parce qu'ils avaient de l'informatique et que l'informatique était indispensable. Mais du coup, les jeux vidéo étaient accessibles et l'État, sans trancher trop, a donné son aval, comme quoi c'était important pour les gens de s'amuser et de décompresser. Et le jeu de société a été totalement oublié. Il y a eu des pétitions qui ont été faites, il y a des gens qui ont réagi, et on a été complètement oublié de ça. C'est-à-dire que le jeu de société était considéré comme du jouet, et les jouets étaient, eux, interdits à la vente à ce moment-là.
Ça, déjà, c'est un gros problème qui montre bien la non-considération. Deux autres points aussi que j'ai abordés, c'est au niveau des statistiques. Si vous cherchez à ouvrir un magasin de jeux, d'ailleurs je renvoie vers comment ouvrir son café-jeu, et magasin de jeux, j'ai fait toute une série de vidéos, vous verrez que vous ne trouverez pas de statistiques, parce que les statistiques ne vous concernent pas, ils vont concerner la grande distribution, vont concerner des chaînes, mais aucune statistique n'existe sur les magasins de jeux de société, on va dire spécialisés, les petites boutiques. Et ce sont que des fournisseurs, style Asmodée par exemple, ou BlackRock, ou Yellow, qu'importe, qui vont vous donner des statistiques parce qu'ils sont confrontés aux magasins de jeux de société spécialisés principalement. Même Asmodée, qui travaille avec beaucoup de grandes surfaces, travaille encore énormément avec les boutiques spécialisées. Donc c'est eux qui vont sortir des statistiques. Mais si vous cherchez des statistiques, vous n'en trouverez pas. Donc du coup, vous n'avez pas de poids non plus de justification à donner sur des gouvernements ou à d'autres gouvernants pour essayer de montrer le poids et l'impact qu'a le jeu de société, parce que déjà de base, on est hors critère. On est encore du jeu et du jouet. Et le deuxième point, c'est qu'il existe en France une protection qui s'appelle le produit culturel. Donc là, c'est vraiment peut-être quelque chose qui existe qu'en France. Je dis ça, c'est parce qu'il y a peut-être des Québécois qui vont voir aussi cette vidéo parce que je réagis à la vidéo de JP de l'école du jeu. Donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en France, on a les livres qui sont protégés et certains produits sont protégés aussi au niveau des prix et avec une TVA différente. En fait, je réexplique très rapidement, l'État prend une taxe sur tous les produits que l'on vend. Donc en France, elle est de 20%, et sur certains produits, elle est moindre. Par exemple, sur les livres, elle est de 5,5%. Ce qui fait que quand vous vendez un livre, vous payez beaucoup moins de taxes à l'État. Ouais, alors bien évidemment, quand vous achetez, vous le sentez pas l'impact, mais une entreprise sent l'impact, parce que une entreprise, quand elle va vendre un produit, il y a 20% qu'elle perd et qu'elle va donner à l'État. Voilà, alors bien évidemment, il y a tout un mécanisme que je ne vais pas expliquer maintenant, où on peut essayer de se déduire de la TVA qu'on aurait produit. Mais l'idée, c'est que ça protège surtout le monde du jeu en lui-même. C'est-à-dire que les prix se fixent. Ce qui fait que quand, par exemple, vous allez à la Fnac ou dans la petite librairie de quartier, vous avez le même prix de livre. C'est le même. Et ça existe aussi sur d'autres produits qu'ils appellent dits culturels, où des fois ce sont presque des jeux de société d'ailleurs, qui vont avoir des prix fixes. Et la seule variante que vous avez le droit de faire, c'est 5%. C'est-à-dire que la seule remise maximum que vous pouvez faire, carte de fidélité comprise, tout compris, c'est 5%. Vous ne pouvez pas faire plus de 5%. Même solder est impossible, à part sur certaines conditions d'un livre que vous avez depuis très longtemps. Ce qui est quand même assez problématique, parce que du coup, on n'est pas considéré comme un produit culturel. Donc on revient au problème de on n'est pas considéré. Alors que pendant le confinement, on l'a vu, les gens ont énormément joué, il y a eu énormément d'explosions, mais le jeu de société n'est pas considéré comme un produit culturel. Alors je ne sais pas ce que ça donnerait au niveau du monde du jeu en lui-même. Est-ce que ça ferait des gros freins, des gros soucis? Est-ce que les joueurs seraient pas frustrés de devoir payer au prix fort la plupart de leurs jeux? Mais est-ce que derrière, ça va pas déclencher tout un phénomène de protection pour l'auteur du jeu, pour les boutiques, parce que la concurrence Internet, elle est encore assez bien gérée en France, mais sur certains d'autres pays, les boutiques se sont littéralement écroulées. Il y a certains pays comme en Allemagne ou même en Angleterre, les magasins de jeux se sont écroulés parce que la concurrence était tellement forte qu'il y a des gens qui préféraient marger à des taux de 10-20% avec Amazon qui arrivait derrière en force et qui finalement détruisait tout le marché pour s'accaparer tous les produits. Parce qu'il n'y avait pas de forme de protection. En France, en fait, ce sont vos éditeurs de jeux, vos fournisseurs qui font cette protection actuellement. Et même des boutiques comme Philibert, qui font des prix souvent très intéressants, ne vont pas dans l'abus. Malgré ce qu'on peut croire, ils ne vont rarement dans l'abus. Ils vont faire une remise par rapport, on va dire, au prix public. Voilà, une remise peut-être de 10%, chose comme ça.
pour essayer de compenser un peu les frais. Puis bon, c'est vrai que derrière, après, ils vous proposent des systèmes de fidélité, etc. pour essayer d'appâter un peu plus, comme toute boutique marchande. Mais au final, on n'en est pas encore sur de l'abus. Je pense qu'ils se sont même auto-censurés. Il faudrait, je ne sais pas si Philibert un jour pourra répondre à cette vidéo, mais je pense qu'ils se sont fixés un maximum quand même de remise pour pas rentrer dans l'abus, mais pour pouvoir vivre aussi. Et le produit culturel est finalement quelque chose qui pourrait donner un côté plus serein. Le souci, c'est que ça concernerait peut-être que la France. Donc ce serait peut-être ça aussi le deuxième souci. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je trouve assez important, c'est une question ouverte qui mériterait de dire, est-ce que dans le monde de société, on n'aurait pas une possibilité de devenir des libraires, des ludothécaires, je sais pas comment, peut-être que vous avez un meilleur terme, voilà, où on va être considérés comme des agents culturels à part entière qui vont donner des services, puisque c'est ce qu'on fait. Les clients achètent principalement chez nous pour le conseil. Ils rentrent en ne sachant pas forcément ce qu'ils veulent. Ils sont là, ils se remettent à vous, comme fait un bon libraire. Donc on est effectivement sur la même mécanique, et malheureusement on n'a pas les autres protections. Et autre chose aussi qui rentre en compte, c'est que quand on regarde les circuits de distribution de librairie, il y a une mécanique qui est beaucoup plus simple pour les boutiques en elles-mêmes. Parce que nous, on a besoin de beaucoup de références, pas parce qu'on veut avoir simplement le côté mercantile, mais c'est aussi parce que ne pas tout proposer, parfois c'est frustrant de dire que je n'ai pas pu avoir ce jeu, parce que j'ai peur d'acheter, j'ai peur de perdre de la trésorerie, je dois faire attention. La librairie, vous avez accès à tous les livres. Tous les livres sont disponibles. Alors, ils sont pas forcément en magasin, mais ils sont disponibles et commandables parce que le circuit de distribution est fait en telle sorte que vous pouvez toujours tout commander et vous ne payez que ce que vous vendez et vous redonnez vos invendus. Voilà. Alors, bien évidemment, dans le monde du jeu, ce serait pas toujours très facile à faire. Certains fournisseurs commencent à essayer de mettre en place un peu ces systèmes-là. Je ne sais pas quels sont leurs retours et leur expérience, etc. On sait que Gigamic a été racheté par Hachette, donc ils auraient qu'un pas au final en termes de logistique à mettre en place, mais bien évidemment, j'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ce que je peux dire et ce que j'imagine. Mais voilà, ce sont plein de questions ouvertes qui sont intéressantes et qui, pour moi, font partie un petit peu de cette vidéo, tout en étant un petit peu à côté, parce que c'est ce que j'aime pas dans le monde du jeu, mais c'est pas forcément quelque chose que vous ressentez si vous êtes juste joueur ou client. Voilà, c'est pas pareil. Mais je trouvais important de le dire en vidéo, et j'espère même que JP, tu vas réagir à cette vidéo et que tu me donneras un peu ton ressenti là-dessus, vu que tu es en partenariat avec un magasin de jeux, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'avait pas été trop longue, que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et bien sûr à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis que la passion ludique soit avec vous